de l'émission Passé-Présent, le rendez-vous de ceux qui aiment l'histoire et l'émission de Philippe Conrad. Philippe, je crois qu'aujourd'hui, nous allons partir en 1914, mais pas la guerre, juste avant. Oui, parce que 1914, c'est une année où l'on voit apparaître dans des contextes différents un personnage un peu oublié aujourd'hui qui est Joseph Caillaux. Alors, il défrait la chronique à l'époque parce que ce ministre des Finances, eh bien, son épouse va assassiner en mars 1914 le directeur du Figaro, Calmette. L'affaire est bien connue. Voilà, elle tire 6 balles sur l'intéressé. Oui, ça c'est le truc des femmes. Hein. Voilà. Elle vide le chargeur. Et donc un événement, un fait divers, si l'on veut, considérable, d'autant plus considérable que le mari de la meurtrière était ministre des Finances à l'époque. Hein. Puis d'autre part, Caillaux, en 1914, c'est lui qui voit triompher l'un des grands projets qu'il a cherché à mettre en avant depuis des années, c'est-à-dire le vote par le Sénat de l'impôt sur le revenu. Merci, monsieur Caillaux. Qui a donc 100 ans cette année. Puis enfin, en 1914, il est intéressant de revenir aussi sur le personnage de Caillaux, parce qu'on a souvent dit que s'il avait été aux affaires au moment de la crise née de l'attentat de Sarajevo, eh bien, au vu de ses positions antérieures, on peut imaginer que peut-être il aurait pu éviter la guerre, là où Poincaré apparaît à l'inverse comme un tenant de la fermeté et comme un tenant de l'épreuve de force. Alors Joseph Caillaux, c'est un personnage dont l'origine ne colle pas tellement avec ce que va être sa carrière politique ultérieure. Il est né au Mans en 1863 et il est le fils d'un sénateur de droite, sénateur monarchiste, qui a été ministre même du duc de Broglie à l'époque où MacMahon était président de la République. Hein. Voilà. Mais ce jeune homme, très brillant, il fait des études à l'école des sciences politiques, il fait du droit, il va être reçu brillamment au concours des inspecteurs des finances. Ce jeune homme va manifester, lui, des idées républicaines et se rallier même au parti radical assez tôt, hein, qui était le parti de Clémenceau, qui était apparu, s'était développé surtout dans les années 1880, contre la République opportuniste de Jules Ferry. Et Caillaux, comme c'est un spécialiste reconnu des finances, il y a une compétence technique qui lui est reconnue. Il va se faire élire député en 1898 et très vite il va se retrouver dans un ministère comme ministre des Finances, dans le ministère Waldeck-Rousseau, le ministre dit de défense républicaine qui s'est constitué dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Et il va occuper le ministère des Finances à ce moment-là pendant 3 ans. On va le voir ensuite s'opposer au petit père Combes. Il votera la chute du ministère Combes en 1904 parce qu'il est un peu agacé par les excès d'anticléricalisme, même si c'est un républicain radical. Et puis nous allons le retrouver dans le grand ministère Clémenceau de 1906-1909 où là encore il est aux finances. On le retrouve en 1911 dans un gouvernement moniste toujours aux finances, mais ce gouvernement sera éphémère. Et finalement, en 1911, c'est à lui que le président de la République, Armand Fallières, va faire appel pour constituer un gouvernement. Il devient président du Conseil en 1911 et il va le rester pendant plusieurs mois jusqu'au début de 1912. Mais cette époque va se révéler tout à fait importante car celui qui était jusque-là, encore une fois, un spécialiste des questions économiques et financières, va se trouver confronté avec une crise très grave, qui est la crise d'Agadir. La canonnière de l'empereur. Voilà, hein, il faut rappeler un petit peu quelle était la situation à l'époque à propos de cette question marocaine. La France avait évidemment des vues sur le Maroc depuis longtemps, étant donné qu'elle était présente en Algérie et en Tunisie. Donc tout à fait logiquement, elle souhaitait s'imposer sur l'ensemble du Maghreb, sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Elle avait obtenu de ce point de vue la bienveillance de l'Angleterre en 1904, hein, le fameux traité
troc Maroc-Égypte. La France renonçait à ses prétentions en Égypte, moyennant quoi les Anglais lui laissaient les mains libres au Maroc. Mais en 1905, le Kaiser Guillaume II, au cours d'une croisière en Méditerranée, avait prononcé le fameux discours que l'on a résumé avec la formule le coup de Tanger en 1905, dans lequel l'Allemagne se posait en protectrice des pays musulmans menacés par les pays impérialistes, sous-entendu la France et l'Angleterre. Il avait déjà tenu des propos analogues en Turquie quelques années plus tôt. C'était dans une certaine continuité de la politique étrangère allemande. En fait, les Allemands voulaient surtout ne pas être écartés du Maroc sur le plan économique et commercial. Une conférence internationale avait suivi en 1906 à Algésiras, qui avait globalement donné raison à la France, tout en maintenant l'idée d'une ouverture du Maroc aux différents pays européens. En 1908, de nouveau une mini-crise, des légionnaires allemands déserteurs qui se réfugient au consulat allemand de Rabat, mais ça n'a quasiment aucune suite, mais alors que nous avons pourtant aux affaires en France à l'époque Clémenceau, qui sera ensuite le père à la victoire, le tigre, le germanophobe que l'on sait. En 1909 même, on a un accord qui est conclu entre Français et Allemands sur les questions commerciales au Maroc et qui convient à tout le monde. Bon, seulement, en 1911, comme le sultan du Maroc ne parvient pas à maintenir l'ordre sur son propre territoire, il y a toute une montagne dissidente avec laquelle il faut constamment compter, le Bled Esquiba, et le sultan du Maroc est obligé de faire appel aux Français pour aller rétablir l'ordre, à Fès notamment, et les Allemands en tirent prétexte pour une démonstration de force en quelque sorte. Ils envoient au large d'Agadir une canonnière allemande, la Panther, ce qui est perçu à Paris comme une provocation inacceptable. S'ouvre une crise, donc nous sommes là au début du mois de juillet 1911, crise qui va durer jusqu'au mois de novembre, alors que Caillaux donc est aux affaires, et crise vis-à-vis de laquelle il va adopter une attitude résolue de compromis. Il ne veut pas la guerre avec l'Allemagne, alors que le Quai d'Orsay et son ministre des Affaires étrangères de Selve se veut sur une position beaucoup plus radicale, beaucoup plus exigeante. Il va s'appuyer sur l'ambassadeur allemand à Berlin, Cambon. Il va s'appuyer également sur Hyacinthe de Fonder, qui est un petit peu de ces hommes de l'ombre qui jouent un rôle quand il y a ces situations de crise. Et au bout du compte, on va arriver à un compromis qui est bien connu. L'Allemagne va laisser les mains libres à la France au Maroc, et en 1912, la France installera son protectorat. Et puis en contrepartie, la France va laisser à l'Allemagne des territoires de son Congo, des territoires qui vont être rattachés au Cameroun allemand. Donc un troc territorial qui calme le jeu et qui fait que on échappe à la guerre au cours de cette crise marocaine de 1911. La question marocaine est réglée. Voilà, tout à fait. La question marocaine est réglée alors entre les deux pays. Alors à partir de là, il y a une certaine réputation de Caillaux qui s'est établi, de quelqu'un qui souhaite la paix, souhaite d'éventuels compromis avec l'Allemagne. Il fait partie de toute une partie de la classe politique, puis des élites économiques également, qui pensent qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce monde du début du XXe siècle, que l'ouverture du monde qui est en train de se réaliser, la mondialisation déjà qui est en train de se faire un peu partout, laisse à chacune des grandes puissances européennes suffisamment d'espace et de liberté d'action. Là où d'autres, au contraire, on pense à Poincaré, on pense à l'ancien ministre des Affaires étrangères Delcassé, etc., restent beaucoup plus attachés au rapport de force avec l'ennemi héréditaire, en quelque sorte. L'Alsace-Lorraine n'était pas passée. Voilà. Et en 1913, on le sait, Poincaré, qui a été président du Conseil, va devenir
président de la République. Et ce que dit à ce moment Armand Fallières, qui quitte à ce moment l'Élysée, est assez révélateur. J'ai bien peur qu'après moi, la guerre n'entre à l'Élysée. Et effectivement, la nomination de Barthou comme président du Conseil montre bien quelles sont les options de Poincaré dans ce domaine. Grande fermeté vis-à-vis de l'Allemagne, renforcement de l'alliance franco-russe, qui est un petit peu relâchée au fil du temps. Il est intéressant aussi de signaler que Caillaux, qui est devenu entre-temps le patron du Parti radical, va faire chuter le gouvernement Barthou en décembre 1913, ce qui lui vaudra là l'hostilité et de Poincaré et de Barthou, qui viendra s'ajouter à celle de Clémenceau, par exemple. Beaucoup d'ennemis. Voilà, beaucoup d'ennemis dans une France qui vient de voter la loi de 3 ans, qui a porté le service militaire à 3 ans. Et puis là-dessus, il va y avoir l'événement que l'on sait de l'assassinat de Calmette. Mais entre-temps, il est bon d'évoquer aussi le grand œuvre de Caillaux durant toute cette période. Le fameux impôt sur le revenu. C'était son bébé, ça. Voilà, Caillaux était un spécialiste, on peut dire un technicien de la chose financière. Il avait écrit en 1904 un traité technique consacré à la fiscalité. Il connaissait les systèmes fiscaux des autres grands pays de l'époque, notamment de l'Allemagne, qui avait instauré un impôt sur le revenu en 1891. Et il voyait bien que le système fiscal français, avec ce qu'on appelle les 4 vieilles contributions, foncières, mobilières, la patente et le fameux impôt portes et fenêtres, c'était complètement dépassé. Et il voulait imposer un impôt progressif sur le revenu, ce qui déchaînait la fureur d'une partie de la droite libérale, celle qu'on a appelée parfois la droite orléaniste, qui dénonçait ces projets d'inquisition fiscale absolument insupportables. Mais c'était un vieux projet, puisque Gambetta, dès 1869, dans son programme de Belleville, avait déjà annoncé cette question. Alors, dans les années précédant la guerre, la question fiscale, dans une large mesure, avait largement remplacé la question religieuse. Vous savez, les années 1900-1907, en gros, conclues, si l'on veut, par la loi de séparation de 1905, par la rupture avec le Vatican, etc., avaient été marquées par la lutte de 2 France autour de la question religieuse. Bon, entre la gauche anticléricale et puis la France catholique. Dans les années qui précèdent immédiatement la guerre, la question fiscale, même si on l'a oublié un peu aujourd'hui, a un petit peu remplacé cette opposition-là. Il faut dire que la question méritait d'être posée, puisqu'à l'époque, 1% des Français possédaient 55% des patrimoines déclarés en valeur. Alors évidemment, il y a eu manifestement peut-être moyen de réduire un petit peu ces inégalités. Alors, Caillaux avait lancé le projet dès 1907, sous le ministère Clémenceau. Il avait obtenu dès 1909, un vote de la Chambre des députés en faveur de l'impôt sur le revenu, mais le Sénat avait freiné traditionnellement plus. Et le Sénat avait désigné une commission d'enquête qui n'a rendu ses travaux qu'en 1913, qui faisait traîner au maximum. En même temps, il y avait une Ligue des contribuables qui se mobilisait contre Caillaux. Et c'est dans ces conditions que s'est développée la campagne de presse du Figaro pour discréditer complètement Caillaux, présenté comme un plutocrate démagogue, comme un trafiquant cynique, etc. Et ce qui fait que dans les mois qui ont précédé l'assassinat de Calmette, très régulièrement, le Figaro en rajoutait pour dénoncer, à tort ou à raison, donc Caillaux. Ce qui a finalement exaspéré son épouse Henriette, qui craignait même de voir mis au grand jour des correspondances intimes qu'elle avait échangées avec
avec Caillaux avant leur mariage. Où il était question de... Et c'est dans ces conditions, qu'elle est allée assassiner Calmette donc en mars 1914. Alors évidemment, le scandale est considérable. Caillaux, qui était ministre des Finances à ce moment-là, est obligé bien sûr de démissionner, mais en même temps, les élections qui ont lieu à la fin du mois d'avril 1914 sont un triomphe pour la gauche. Pourquoi? Parce qu'elles se font sur la question du retour à la loi de 2 ans. Et il est clair dans ces conditions que sans cet assassinat malheureux, Caillaux était, en tant que leader du Parti radical, en tant que champion du retour à la loi de 2 ans, champion de l'apaisement avec l'Allemagne, Caillaux était en place pour constituer un gouvernement qui aurait sans doute eu même peut-être l'appui des socialistes de Jaurès, peut-être l'union sacrée qui se fera avec seulement le déclenchement de la guerre. Hein. Mais cette victoire électorale des gauches, bien sûr, Caillaux ne peut pas revenir au pouvoir. Oui. C'est René Viviani, un personnage extrêmement transparent, que va choisir Poincaré. Et on voit bien que Viviani n'est pas du tout en situation, lui, de s'opposer aux volontés de Poincaré. Il n'y a pas photo entre les deux. Ils ne pèsent pas du tout le même poids. On le voit bien pendant le voyage qu'ils effectuent ensemble en Russie au mois de juillet 1914, alors qu'on est en pleine crise à la suite de l'attentat de Sarajevo. Hein. Alors, Caillaux va donc se retrouver en quelque sorte en retrait, bien sûr, de la vie politique, même si il continue à jouer un rôle important, d'autant plus que sa femme Henriette a été acquittée pour le meurtre de Calmette. Elle est quand même emprisonnée à la prison Saint-Lazare. À la prison Saint-Lazare après le meurtre, évidemment. Oui. Et puis après, elle va être acquittée. Elle était défendue par Maître Laborie, qui avait été l'avocat de Dreyfus. Et alors, ça va susciter évidemment une certaine colère dans l'opinion, mais cet acquittement intervient le 31 juillet 1914. C'est le jour de l'assassinat de Jaurès et nous sommes à la veille de la déclaration de guerre. Donc tout cela sera très vite oublié. Caillaux, durant la guerre, ne participe pas au gouvernement, mais soutient par ses votes l'Union sacrée. Mais en 1917, quand Clémenceau arrive au pouvoir, eh bien, il entend régler ses comptes avec Caillaux. Clémenceau veut neutraliser tous ceux qui pouvaient être partisans d'une paix de compromis avec l'Allemagne, tous ceux qu'il suspecte de tentations pacifistes. Il va s'en prendre à Malville, ancien ministre de l'Intérieur de 1914. Il va s'en prendre à Briand. Il va s'en prendre, bien sûr, à Caillaux. Caillaux qui va même être condamné en haute cour, par le Sénat transformé en haute cour. On va le condamner pour intelligence avec l'ennemi. Alors, tout ça paraissant évidemment bien excessif, parce qu'il avait tenu des propos favorables à une paix blanche, en quelque sorte. Intelligence avec l'ennemi, carrément. En 1917. Ah oui, mais ça c'était... Je vous renvoie aux manipulations judiciaires de la Grande Guerre, notre défunt ami Léon Schirman, qui avait bien montré à travers les affaires Matar, Ibolo Pacha, etc., ce qu'était la justice, la justice de l'époque. Et que Clémenceau était un teigneux et qui faisait feu de pouvoir. Alors, Caillaux va revenir un petit peu sur le devant de la scène après la guerre. Il va être amnistié après avoir été donc condamné à 3 ans de prison. Il va être amnistié en 1925. Immédiatement, il va être réélu ou élu sénateur de la Sarthe, et il va siéger au Sénat au cours des années suivantes, où il va jouer un rôle majeur à la commission des finances. Il sera de nouveau ministre des Finances dans plusieurs gouvernements plus ou moins éphémères pendant l'entre-deux-guerres. En 1937, il fera chuter le gouvernement Léon Blum, quand celui-ci demandera des pleins pouvoirs financiers pour faire face à la déroute financière née du Front populaire. Et ensuite, il votera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940, comme la majeure partie des députés, des sénateurs de l'époque. Et puis il mourra en 1944. Est-ce qu'il était toujours marié? Juste une petite question comme ça. Avec Henriette? Oui. À ma connaissance, oui. Donc il lui en a pas voulu? Non. Ou s'il lui en a voulu? Non, mais je crois qu'il a été très, très solidaire pour la tirer d'affaire, en quelque sorte. Bon, quelle histoire, quelle histoire. Eh bien, merci Philippe. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
Je vais vous raconter un épisode exemplaire de la guerre de 14. Nous sommes le 29 août 1914 dans une prairie des Vosges à côté de Saint-Dié. Et ce jour-là, des centaines de soldats français vont mourir, mais un est particulièrement important. Il s'agit du grand rabbin Abraham Bloch. Le grand rabbin Abraham Bloch, qui était aumônier aux armées et donc rattaché au corps des brancardiers, puisque c'était comme ça en 1914, va être tué en apportant un crucifix à un blessé catholique qu'il avait pris pour le curer. Et les deux hommes vont mourir ensemble, faisant un symbole extraordinaire de l'unité française à cette époque-là. Alors, qui était cet homme attachant, Abraham Bloch? Il est issu d'une famille de juifs alsaciens extrêmement patriotes et attachés à la France. Il va naître à Paris en 1859 dans une famille aimante, dans une famille lettrée. Son père est rabbin aussi. C'est un enfant très, très gai, on l'appelle Abraham sans chagrin. Il a une belle voix, il n'est pas très bon élève, mais enfin, il va quand même faire des études rabbiniques qui sont très difficiles. Hein. C'est très sérieux comme étude. Il y a des langues mortes, il y a les textes israélites, il y a énormément d'histoire. Donc il a un petit peu de mal, il n'a pas de très très bonnes notes, mais il finit par devenir rabbin, ainsi que son petit frère Armand, qui sera lui rabbin en Belgique. Il devient donc rabbin et il est nommé dans les Vosges, à Remiremont en 1883, et il a de l'ambition, il va essayer de développer cette communauté sézoise. Il a quelques centaines de douailles sous son autorité. Il va se marier à 32 ans avec une charmante jeune femme qui s'appelle Berthe Eudlitz, qui est elle-même fille de rabbin. Alors dans cette famille-là, ils étaient soit rabbins, soit, je cite, coupeurs de corps des pieds, ce qui était un petit peu le pédicure de l'époque. Bon, pourquoi pas. Ils vont avoir 2 enfants, un petit Moïse et Jeanne. Jeanne qui est la seule qui va transmettre la famille, puisque le petit Moïse va mourir malheureusement très très jeune, à 5 ans. Il réussit très bien comme rabbin à Remiremont, mais il a de l'ambition et il veut devenir grand rabbin d'Alger. Effectivement, il part s'installer à Alger en 1897 avec sa famille. Et là, c'est beaucoup plus difficile qu'à Remiremont. On est en plein dans l'affaire Dreyfus. Alors bon, il y a eu le décret Crémieux qui donnait la nationalité française aux Juifs, mais il y a des mouvements antisémites extrêmement profonds. La synagogue va être attaquée, il va y avoir des morts. Lui-même sera attaqué en tant que grand rabbin d'Alger. C'est une communauté importante à Alger, il y a 17 000 juifs. Il va même recevoir un coup de couteau dans le dos qui va mettre ses jours en danger, alors pas par un catholique antisémite, mais par un de ses ouailles, un juif qui était furieux parce que le grand rabbin Bloch avait refusé de donner une aide matérielle à cet homme-là. L'assassin en puissance va se retrouver en prison, mais le grand rabbin Bloch, qui était un homme fort gentil, va lui pardonner. Et d'ailleurs, il va même aller circoncire le 6e enfant de cet homme-là. Il va être un très bon rabbin à Alger, avec des chagrins terribles, puisque son petit garçon, Moïse, va mourir, probablement bouleversé par tout ce qui se passait, par les manifestations, par les cris, par les troubles qui se passent à ce moment-là. Il demande en 1908 à revenir en France. Il sera grand rabbin de Lyon, où c'est beaucoup plus calme quand même, où il sera un bon rabbin. Par exemple, il y a une anecdote que je trouve assez amusante, parce que c'était un homme qui avait de l'humour en plus de ses qualités humaines. Il va devoir dire le Kaddish devant le corps d'un vieillard qui est mort à l'hôpital de Lyon. Et dans la salle où il y a le corps de ce décédé, eh bien, il y a un crucifix. Alors on lui dit, mais vous n'allez pas pouvoir dire les prières juives devant le crucifix. Et il dit en regardant le Christ sur le mur, oh ben si, ça va même lui faire plaisir d'entendre sa langue, après tout, pourquoi pas. Et voilà. Et
Et puis, en 1913, il est déjà âgé, hein, il a 54 ans, il va demander à être aumônier des armées, ce qui était très courageux. Et donc, tout naturellement, en 1914, alors qu'il aurait pu rester tranquillement chez lui, il va s'engager, il va connaître un mois de guerre difficile. Alors au début, c'est pas trop dur parce qu'il vit avec le curé et puis le pasteur protestant, donc ils ont quand même des conditions de vie un tout petit peu plus confortables que les hommes de troupe. Et puis le 29 août, ça sera cette fameuse prairie qui est au col d'Annozelle, c'est à côté d'un tout petit village qui s'appelle Tintrux. Et là, il va se passer ce fait qui aurait pu passer inaperçu, hein, ce blessé catholique qui est en fait mourant, qui le prend pour le curé, parce qu'ils étaient habillés pareil, il y avait juste un tout petit symbole, un avait la croix et l'autre avait les tables de la loi sur leur costume, et il le prend pour le curé, et le grand rabbin Bloch va aller demander au curé un crucifix. Le curé est occupé, il est brancardier, lui aussi, il y a beaucoup de blessés. Donc le grand rabbin enlève le crucifix du cou du curé, avec son accord bien évidemment, et l'apporte aux blessés. Malheureusement, un obus va les tuer tous les deux. En fait, lui, il va avoir une jambe quasiment arrachée par l'obus, et il ne va pas mourir tout de suite dans cette prairie, mais il va mourir à Tintrux, à quelques centaines de mètres de là. Et c'est une dame du village qui est institutrice et qui est protestante qui va lui tenir la main et lui fermer les yeux. Donc c'est vraiment un beau symbole. Et le 29 août dernier, le grand rabbin actuel de France, qui s'appelle Haïm Corsia, a rendu hommage à cet homme et sans syncrétisme, a rendu hommage à ces juifs extrêmement patriotes. Il faut se souvenir que Barès, qui était pourtant plutôt antisémite, hein, disons-le, va être un des premiers à écrire sur le grand rabbin Bloch. Il va y avoir du coup énormément d'articles sur lui, il va devenir un symbole. Le grand peintre Lévi Durmer va faire un très beau tableau qui représente le rabbin donnant le crucifix aux mourants. Il va y avoir des places ou des rues Abraham Bloch un petit peu partout, y compris à Alger, à Lyon. Il va devenir un symbole connu dans le monde entier, même en Nouvelle-Zélande, il y aura des articles sur lui. Et il faut rendre hommage à ces juifs extrêmement patriotes. Et cet homme-là était un homme généreux, bon, et on est heureux de lui rendre hommage aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir dans la troisième partie de notre émission M. Jean-Claude Rollina à l'occasion de la publication d'un ouvrage qu'il vient de consacrer à Juan Perón, l'ancien homme fort de l'Argentine des années 1950, qui a laissé dans son pays, on le sait, un héritage politique non négligeable, puisqu'aujourd'hui encore, officiellement, Madame Cristina Kirchner, qui dirige ce pays, fait référence au péronisme. Alors, Monsieur Rollina est un journaliste, historien, il a déjà publié de nombreux ouvrages. Dont un que j'aime particulièrement. Je crois, Catherine, que vous appréciez. Ah, oui, oui. J'ai trouvé que c'était très original et très drôle, souvent. C'est le dictionnaire des États éphémères ou disparus depuis 1900. Et on apprend plein de choses. Donc bravo, Monsieur Rollina, pour cette recherche. Merci. Et puis également d'autres ouvrages consacrés au Canada français, à la Rhodésie blanche de Ian Smith. Cela nous renvoie aux années 1960, une biographie de Salazar également, un ouvrage consacré au régime autoritaire d'Amérique du Sud. Donc M. Rollina était tout à fait bien placé pour aborder cette question du péronisme à travers cet ouvrage intitulé Juan Perón dans la fameuse collection Qui suis-je, publiée par les éditions Pardès.
excellente collection que nous recommandons évidemment à nos téléspectateurs. Oui, parce que sous une forme très dense, et voilà, c'est un livre qui vaut 12 €. Vraiment, on a l'essentiel d'une vie, d'une carrière, d'une pensée. Il y a des illustrations, donc bravo. Et bravo pour la collection dans son ensemble. Alors le péronisme, j'en ai pour ma part un souvenir très lointain, puisque petit garçon dans les années 1950, je me souviens encore très bien de la couverture de Paris Match à l'occasion de la mort d'Isabelle Perón. Non, d'Eva Perón, pardon. Evita, bien sûr. La mort d'Eva Perón qui avait suscité une très grande émotion dans son pays, bien sûr, mais aussi en Europe. Hein. Et puis ensuite, le général Perón, le colonel Perón avait disparu du paysage politique, victime d'un coup d'État. Le coup d'État étant une activité fort pratiquée, comme on sait, en Amérique latine. Et puis un retour au pouvoir tout à fait inattendu, quelques années plus tard, avec une deuxième grande dame à ses côtés, Isabelle Perón cette fois. Là encore, ça tourne mal, la période de la dictature militaire, et puis au bout du compte, tel le phénix, eh bien, le péronisme renaît toujours. Alors nous allons nous interroger sur ce phénomène et demander à M. Rollina donc, de nous éclairer sur ces questions, sur cette histoire de l'Amérique latine, il faut bien dire très mal connue en France, spécialement dans les jeunes générations. Alors, l'Argentine de Perón, c'est une histoire qui commence à quelle occasion, en quelle année précise, dans quelles circonstances, et que va-t-elle représenter dans l'histoire de ce pays qui est à l'époque, je le rappelle, le pays d'Amérique latine qui semble promis aux perspectives d'avenir les meilleures. On a l'impression en Argentine d'avoir affaire à une Europe transposée sur place, à la différence d'un Brésil beaucoup plus arriéré, d'États andins eux-mêmes tout à fait sous-développés. On a l'impression d'un pays neuf qui est promis à un avenir tout à fait positif. Alors, dans quelles circonstances est-ce que Juan Perón va accéder au pouvoir? Alors, d'abord, l'Argentine s'est un peu construite à l'instar des États-Unis, mais au lieu d'une conquête vers l'ouest, c'est une conquête vers le sud. C'est un pays essentiellement constitué au départ d'immigrants. Les tout premiers sont des conquistadors espagnols, bien entendu, qui au XVIe siècle s'installent déjà à Buenos Aires. Mais très rapidement, ils seront rejoints par des vagues d'immigrants italiens et quelques Basques. Et on a l'occasion de dire, et on verra pourquoi après, que l'Argentin se définit comme étant un Italien qui parle espagnol, mais qui se prend pour un Britannique. Pourquoi? Parce que, évidemment, les Anglais, peuple mercantile s'il en est, ont tout de suite été intéressés par les potentialités économiques de l'Argentine. L'Argentine, vous le disiez très justement il y a un instant, c'était une puissance économique importante. Pendant l'ère Perón, c'était la 5e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, avec la crise que l'Argentine subit à nouveau, on voit le recul. Rien n'est jamais définitif. On a vu le Portugal régner sur les mers, aujourd'hui ce n'est plus qu'un petit rectangle. La Grèce, nous savons ce qu'il en est, c'est la mère de notre civilisation et aujourd'hui c'est un pays en désespérance. Donc cette Argentine, qui s'est bâti durement, était foncièrement inégalitaire au plan social. Comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Amérique latine. Alors ça a considérablement évolué, mais à l'époque, si vous voulez, c'est le latifundisme, c'est-à-dire d'immenses propriétés agricoles, avec quelques terratenientes, des seigneurs de la terre, et puis des peones, les gauchos, ces fameux gauchos qui sont l'équivalent des cowboys en Argentine. Parallèlement, évidemment, ces terres immenses où paissent des troupeaux de brebis et de vaches vont faire de l'Argentine un pays éminemment producteur de viande, donc il y a des abattoirs importants, avec des ouvriers qui travaillent dans ces abattoirs, donc la naissance d'une petite classe ouvrière. Et puis on fait bien entendu, à partir des vaches et les moutons, on fait du cuir. Donc c'est un pays au départ qui est essentiellement producteur de produits agricoles.
Et ça fermente, comme dans tous les pays d'Amérique latine, où il y a des révolutions, si vous voulez, terribles, comme le Mexique, le Salvador, où on fusille massivement les révoltés. Et l'Argentine, elle, évidemment, va connaître, par son immigration européenne, le même phénomène de syndicalisation qu'en Europe. Donc vous avez un puissant syndicat qui va se constituer petit à petit, et les classes possédantes, évidemment, vont utiliser au début du XXe siècle l'armée comme instrument de répression. Sauf qu'il y a des militaires quand même qui réfléchissent sur la condition sociale du peuple argentin, et ces militaires regardent ce qui se passe en Europe, notamment avec l'émergence de régimes autoritaires, mais à vocation sociale, sinon socialiste. Là, on est, excusez-moi de vous couper, Monsieur Rollinat, dans les années 20, 30. D'accord. Alors, donc, il y a un officier qui est né en 1895, c'est Juan Domingo Perón, jeune sous-lieutenant, qui va grimper petit à petit la hiérarchie militaire, et qui, en 1938, je vous passe les étapes de sa progression dans la hiérarchie, en 1938, il est attaché militaire à Rome. Évidemment, il est aux premières loges pour assister à l'émergence, à l'essor du régime mussolinien. Et évidemment, il ne va pas rester insensible au contenu social du mussolinisme, si vous voulez. Il revient en Argentine en 1942. Il s'est beaucoup promené en Europe. Il est allé en Espagne, il est allé dans l'Allemagne hitlérienne. Il a visité le Portugal, etc. Donc, il a déjà une petite idée sur la caractéristique de ces nouveaux régimes. Et avec un certain nombre de camarades, il crée le GOU. En espagnol, c'est El Grupo de los Oficiales Unidos, le groupe des officiers unis, qui va se réunir à Buenos Aires, au premier étage au-dessus d'une pharmacie, et qui va comploter. Alors, vous le disiez très justement tout à l'heure, le complot, c'est Alcazar et Tapioca, si magistralement illustré par Hergé. Donc, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN sud-américain. Vous avez trouvé le mot juste, c'est l'ADN sud-américain. Ceci a considérablement changé à l'heure actuelle. Mais à l'époque, c'était ça. Et l'armée était un instrument ou de répression, comme au Nicaragua avec Somoza, et en République dominicaine avec Trujillo, ou un élément de progrès, comme ça l'a été en Argentine. Donc ces officiers se réunissent et mettent un terme à ce qu'on appelait la décennie infâme, conservatrice. Pendant 10 ans, c'est des présidents conservateurs qui se succèdent, et les militaires prennent le pouvoir. En 1943, ils sont trois tendances. Alors il y a le général Ramirez, qui serait lui plutôt carrément pro-allemand. Il y a le général Farrell, qui serait plutôt pro-occidental. Et le troisième larron, si vous voulez, c'est le colonel Perón, qui lui serait plutôt d'une tendance neutraliste. Ces gens-là prennent le manche. Et M. Perón, qui est du grade de colonel, est nommé secrétaire d'État au travail et à la prévision sociale. Et là, il va se passer, ce qui nous paraît normal chez nous, dans nos pays, il va se passer une véritable révolution sociale. On va créer et reconnaître d'abord l'existence légale des syndicats, on va créer des assurances sociales, on va mettre en place un embryon de retraite pour les travailleurs, et on va mettre un certain nombre de réglementations sociales pour protéger ces travailleurs terriens et les ouvriers, notamment ceux des abattoirs. Donc inutile de vous dire que la masse populaire, qui est plus nombreuse que la bourgeoisie, va électoralement se porter vers ces gens-là dès que le parti justicialiste va se structurer. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là. Les conservateurs vont essayer de faire un contre-coup d'État. Je passe sur les détails. Monsieur Perón va être incarcéré. Il est lâché par l'un de ses pairs. Un autre revient sur... Enfin, bref, vous voyez, c'est Tapioca Alcazar. C'est vrai, il y a un côté tragicomique. Et en fin de compte, c'est Perón qui va sortir gagnant de cette lutte d'influence au sein des militaires, et il va s'imposer comme le leader, le moteur de la révolution militaire et sociale. Il devient, en plus de son poste de secrétaire d'État, il est nommé ministre de la guerre et il accède au poste de vice-président. Bon, et là, si vous voulez, ça y est, c'est lancé.
Parallèlement, il y a une petite dame qui est née dans la Pampa, qui est plus âgée que lui, qui est plus jeune que lui, pardon, de 24 ans, la future et grande Evita, qui sera sa muse, si lui a été son Pygmalion, qui est montée à Buenos Aires, qui est issue d'un milieu populaire modeste, qui est même une bâtarde, puisqu'elle est issue d'un mariage, d'une union illégale, et elle va faire son trou dans la société porteña. À la radio. Et alors, elle va d'abord commencer à faire des photos de mode dans des journaux comme Sintonia, Damas. Elle va aller à la radio, s'essayer à faire des publicités. Et de là, elle va faire des émissions plus structurées. Et puis, elle entend parler de ce général Perón et elle crée un syndicat des acteurs, puisqu'elle fait un peu de cinéma. On dit que ce n'était pas une très grande actrice, mais en tout cas, elle était certainement une très grande actrice, puisque quand on voit le travail qu'elle a pu faire après, en s'adressant aux foules directement. Et elle va rencontrer ce général Perón suite à un tremblement de terre qui avait eu lieu dans une province lointaine, la province de San Juan, et elle le rencontre à l'occasion d'un gala qui est donné en faveur des victimes, des survivants, plus exactement, des sinistrés. Et elle rencontre ce général elle l'adore déjà par avance, mais lui, il la connaît vaguement, c'est une petite starlette. Perón est évidemment un objet assidu. Et il est veuf, il faut noter. En plus, il est veuf, exact. Il est veuf, il est veuf. Et donc, c'est un bel homme, il porte beau, il a un appétit solide, tant nourriture charnelle que nourriture terrestre. Donc, évidemment, il séduit. Mais elle va réussir à le séduire. Et ils vont vivre très rapidement en couple, malgré tous les cancans, etc. Et c'est elle qui va l'aiguillonner, qui va le pousser encore à aller plus loin dans les avancées sociales, si vous voulez. Donc, va se créer un mouvement qui s'appelle le justicialisme, qui repose sur un trépied. 1, justice sociale, mais quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. 2, l'indépendance économique. 3, la souveraineté nationale. Pourquoi la souveraineté nationale? C'est que, contrairement à beaucoup de pays d'Amérique latine, l'Argentine de Perón échappe à la mainmise américaine. Ils lui en voudront, les Américains, ils chercheront à le déstabiliser. Une indépendance économique, effectivement, pour asseoir et permettre cette souveraineté nationale, et la justice sociale pour avoir une société plus égalitaire. Alors, évidemment, vaste programme, et sa femme va l'épauler considérablement. Elle va créer sa fondation qui porte son propre nom, la Fondation Eva Perón, et qui va, si vous voulez, s'investir dans des domaines comme le soutien pour les analphabètes, l'ouverture de maisons, de maisons de campagne ou au bord de la mer pour les classes défavorisées, des orphelinats, une école d'infirmières pour les jeunes filles, etc., etc., etc. Et elle alimente cette fondation en créant, le Parlement l'a voté, en créant un prélèvement de 3% sur tous les jeux en Argentine. Voilà. Et puis après aussi, en étant un petit peu plus autoritaire auprès des gros propriétaires terriens et des entreprises, en leur laissant entendre que s'ils ne donnent pas une quantisation volontairement, il pourrait y avoir des petits problèmes. Là, c'est le côté autoritaire de la personne qui ressort. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, que dire de ce régime? C'est pour paraphraser la publicité d'une marque de boissons gazeuses, je dirais que il a la couleur du fascisme, il a le goût du fascisme, mais ce n'est pas du fascisme. Couleur du fascisme, grande messe populaire. On apparaît au balcon de la Casa Rosada, espèce de grand immeuble style italo-hispano-haussmanien, si vous voulez, rose d'ailleurs, et au fur et à mesure que le soleil joue pendant la journée, la couleur de la façade change, et on s'adresse là aux foules rassemblées, côté mussolinien. Donc ça rappelle sans doute quelque chose au général Perón. Il harangue la foule, et sa femme va haranguer la foule aussi, à un point tel qu'à un moment donné, peut-être que Perón a été jaloux de sa femme, elle va lui voler partiellement la vedette. C'est indubitable. Ça, c'est l'aspect, on pourrait dire que c'est le côté grande messe populaire, théâtrale, c'est le côté du fascisme. Mais il faut savoir que Salazar et Franco, qui n'étaient pas des fascistes, pratiquaient ça aussi. L'un à Prasado Comercio et l'autre au Palais d'Orient. Ils rassemblaient des foules considérables. C'était des régimes conservateurs, catholiques nationaux, réactionnaires, rien de fasciste. Bon, et ensuite, Perón n'a pas supprimé les élections
législative ni présidentielle, ouverte à plusieurs candidats. Et il n'a pas instauré le corporatisme. Donc on ne peut pas dire que c'est un régime fasciste. Et le grand mérite du péronisme, à mes yeux, c'est qu'il a empêché le communisme de s'emparer d'un pays de cette importance. Il a empêché la révolution communiste. Et il le disait, moi, c'est... Bon, De Gaulle l'a repris après, mais c'était l'indépendance entre les soviétiques d'un côté et les américains de l'autre. Voilà ce qu'on peut dire pour brosser brièvement le tableau du péronisme. Et alors, quel a été le bilan concret de cette expérience justicialiste sur le plan économique, sur le plan social ? Alors, sur le plan social, c'est indubitable qu'il y a énormément de classes populaires qui se sont élevées. Et c'est le paradoxe du système, c'est que ces classes populaires qui deviennent des classes médianes, des classes moyennes, c'est ces classes-là qui vont lui faire défaut au moment où l'armée, ou le secteur conservateur de l'armée, notamment la marine, va s'en séparer en 1955. Au point de vue économique, évidemment, comme c'est on pourrait dire que c'est du colbertisme, c'est pas le mot qui convient, mais enfin, c'est interventionniste, dirigiste. Et il y a des nationalisations, il y avait des centaines de compagnies de chemin de fer, on fait table rase, on fait une société nationalisée. Bon, c'est valable pour les transports, il y a énormément de secteurs qui sont nationalisés. Aux grandes dames d'ailleurs des Britanniques, parce que c'est eux qui avaient des intérêts financiers très importants. Bon, le bilan, in fine, c'est qu'on a quand même des lois sociales qui sont toujours en vigueur, bien entendu, sauf pendant une période de la dictature militaire où il y a eu une régression. Ces lois sociales sont toujours en vigueur, donc il y a eu un progrès. Il est évident qu'avant, on n'avait pas de retraite, il n'y avait pas d'assurance sociale, il n'y avait pas d'indemnisation pour accident du travail, etc. etc. Donc là, il y a un progrès considérable. Donc les gens vivaient mieux et plus sereins. Plus sereins, vivaient mieux et plus sereins, et d'ailleurs, il a gagné toutes les élections. Oui. Sans trucage. Bon. Il a gagné toutes les élections sans trucage, il n'avait pas besoin de truquer. Alors, sur le plan économique, si sur le plan social, on peut se satisfaire effectivement de ce justicialisme, sur le plan économique, on peut dire qu'à la fin de sa première mandature, si vous voulez, en 1955, c'est mitigé. Oui, c'est mitigé. Il y a tous les effets négatifs d'une économie administrée. Vous l'avez dit, il y a tous les effets négatifs d'une économie administrée, et en plus, c'est évident que ses adversaires ne lui ont pas facilité les choses. Et il a donc, alors sur le plan prestige, il est évident que l'Argentine avait un prestige évident, à un tel point que beaucoup de pays du cône sud d'Amérique ont essayé de l'imiter. Donc il y avait au Brésil Goulart, João Goulart, qui lui a essayé de faire un travailliste national légèrement nuancé, c'était un civil. Même en amont au Brésil, il y avait eu l'expérience de l'Estado Novo dès les années 30, qui allait un petit peu aussi dans ce sens-là. Il y a eu en Colombie un général, ça vient souvent de ces milieux-là, qui s'appelait Rojas Pinilla, et il avait trouvé en sa fille une nouvelle Eva. Mais en Colombie, c'est la violencia, c'est trop fort, c'est toujours le clivage conservateur-libéraux, et c'est la violence. D'ailleurs, on n'en est pas sorti, puisque aujourd'hui, c'est les FARC qui ont pris le relais, etc. Donc on ne s'en sort pas. Il y a eu la Bolivie avec le président Paz Estenstoro, et qui a créé un mouvement qui s'appelait le MNR, qui n'a rien à voir avec celui de Bruno Maigret. C'était le mouvement national révolutionnaire bolivarien qui a essayé aussi d'aller dans cette direction. Au Chili aussi, il y a eu le général Ocampos qui a essayé de faire, mais toujours imiter, mais jamais y aller. Franchement, ça a été, je crois... Le péronisme n'a pas été un produit d'exportation. Et c'est ce que j'écris dans mon bouquin, ça n'a pas pris ailleurs. Il y a eu des tentatives. Et alors, il faut bien se mettre dans la tête qu'en Amérique latine, il y a deux types de militaires. Bon, aujourd'hui, ça s'estompe, parce que ce sont des militaires professionnels, de plus en plus professionnels, issus de classe moyenne. Mais à l'époque, si vous voulez, par exemple, dans la marine argentine, c'est l'aristocratie. C'est très, très à droite, c'est très conservateur. Alors que les armes techniques, c'est plutôt progressiste. Des pays comme des petits pays d'Amérique latine, les armées ne sont pas des armées faites pour attaquer le voisin, c'est des armées qui sont faites pour tenir la boutique. L'ordre, c'est-à-dire Somoza au Nicaragua, le Guatemala, Saint-Domingue, voire Haïti avec Duvalier, etc. Alors que dans d'autres pays, après Perón, au Pérou, il y a eu une tentative
nationalistes, marxistes même, avec le général Alvarado. Il y en a une au pays voisin, en Équateur, avec un général dont j'ai oublié le nom. Tout cela allait dans le sens de nationalisation des pétroles, etc., redistribution, alphabétisation. Voilà, bon, une armée qui prenait conscience qu'elle n'était plus là pour défendre les classes possédantes, mais pour s'occuper du peuple. Alors ça, mais sans basculer, c'est ça qui est admirable, sans basculer comme Castro dans le camp soviétique. Donc en restant des États indépendants, enfin, autant que faire se peut. Et c'est ça, je crois, le grand mérite du péronisme, c'est d'avoir essayé de concilier le social avec le national, ce que beaucoup de régimes ont essayé de faire. Et je crois qu'on n'a encore pas réussi la recette merveilleuse qui permet de concilier l'idéal national et l'exigence sociale. Et quel était le rôle de l'Église? Parce que c'est quand même un pays extrêmement catholique. Et Eva Perón elle-même jouait là-dessus. Très croyante. Très, très croyante, alors, profondément. Eva Perón est morte prématurément, à 33 ans, à l'âge du Christ. Je crois qu'on a même dit qu'elle avait, effectivement, qu'elle était morte à l'âge du Christ et qu'il y a même eu des demandes pour qu'elle soit tout à fait canonisée. Le jour où elle est morte, ça a été le désespoir. Vous avez parlé des photos de Paris Match. Oui. Je les ai, j'ai visité le musée des Vita à Buenos Aires. Oui. Quand vous entrez dans le musée, vous êtes plongé tout de suite dans une ambiance de Sinistrose, car tout est noir, et vous avez le corbillard qui apparaît sur un mur, avec les tambours, l'armée, etc. Donc vous êtes déjà plongé, la vie d'Evita, on commence par sa mort. Donc c'est une femme, un tempérament de poigne exceptionnel, qui parlait comme un charretier aussi, et qui incarnait l'espoir des misérables. Elle tenait permanence quotidiennement pour distribuer des colis cadeaux. Elle se déplaçait dans le pays toujours avec des colis cadeaux. On lui passait des mots. Est-ce que tu peux me trouver un métier? Est-ce que tu peux me trouver un appartement, etc. Elle a répondu, elle et ses secrétaires, à toutes les sollicitations, personnellement. Donc elle était adorée. Elle était adorée. D'ailleurs, et en plus, très chrétienne. Elle était chrétienne, oui. Alors Perón va avoir un problème avec l'Église. Oui. Elle était chrétienne, très pieuse. Elle s'est éteinte évidemment après avoir reçu, après que son confesseur, le père Benitez, soit venu. Ses obsèques ont été grandioses, évidemment. Un char tiré par, vous voyez, enfin, l'artillerie, une prolonge d'artillerie, les soldats, des milliers de soldats, des foules incroyables, les théâtres, les cinémas, les boîtes à tango, tout a été fermé. Et, signe du destin, le Grand Théâtre de Buenos Aires recevait la Comédie Française qui devait jouer ce soir-là La Reine morte de Monterrey. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas laisser passer. Perón, lui, on était catholique bien sûr, parce qu'en Argentine, dans tous ces pays-là, on est catholique, mais enfin, c'est pas ça qui devait l'étouffer, si vous me permettez l'expression. Et d'ailleurs, il a eu un vrai problème, qui a été probablement décisif dans l'engagement de certains militaires à le débarquer, c'est qu'il a instauré évidemment la séparation, parce qu'auparavant c'était pas totalement. Il a séparé, si vous voulez, l'Église de l'État. Hein, il a instauré le divorce. Il a pris un certain nombre de lois, on dirait aujourd'hui sociétales, qui n'allaient pas du tout dans le sens de la hiérarchie du clergé. Et il a été excommunié d'ailleurs. Il a été excommunié. Et je vous l'ai dit à l'instant, ça a été un des éléments. Mais il y a une chose vraie. Sa femme est morte en 1952. Il a été renversé en 1955. Il a perdu la main. Sa femme n'était plus là pour l'aiguillonner. Et il a subi déjà un coup d'État, 2 coups d'État, et le 3e a été décisif. Et il est parti piteusement dans une canonnière fluviale de la marine paraguayenne. D'abord, il a fait étape à Asunción, ensuite il est allé à Saint-Domingue, à Panama, et il a terminé en Espagne. Et il a épousé sa 3e épouse, Isabelita. Oui. Et il a quand même emporté le cercueil de sa femme. Alors, écoutez, c'est plus compliqué que ça. L'histoire du cercueil de son épouse, l'histoire du cercueil divin, ça nécessiterait presque d'avoir une deuxième demi-heure. C'est extraordinaire. Et là aussi, il y a des signes du destin. Parce qu'elle a été embaumée. Elle a été embaumée. Et les gens se pressaient, le cercueil en cristal. Mais le cercueil a été kidnappé par les militaires, car les militaires qui ont pris le pouvoir en 1955, notamment le général Aramburu, a dit, et le général Leonardi, ils ont dit, débarrassez-nous de cette saloperie.
Bon. Donc certains militaires avaient pensé la couler dans le Rio de la Plata, la faire disparaître. Or, des péronistes, si vous voulez, vigilants, sont arrangés pour que ça se passe autrement. Enfin bon, il y a une histoire. Enfin, ce cercueil va se balader. Il va se balader, il va partir entier. d'Argentine, il va aller en Italie, où le cercueil sera dans un cimetière de Milan, sous un nom tout à fait anonyme. De Milan, il sera rapatrié à Madrid, et de Madrid, il reviendra quand Isabelita sera présidente de la République argentine. Là-bas, on dit présidente de la nation. Ce cercueil reviendra finalement en Argentine. Et quand les militaires, à nouveau, chasseront Isabelita du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait du corps? Ils vont enlever le cercueil et, en fin de compte, elle sera inhumée, je le pense définitivement, dans un cimetière de Buenos Aires, le cimetière de la Recoleta, où on n'a pas besoin de chercher la tombe d'Evita. Parce qu'il y a toujours... C'est comme un essaim de mouche sur du miel. Vous avez toujours du monde qui vous indique là où est la tombe d'Evita. Mais c'est incroyable, cette aventure-là. Je me souviens d'un article de journal en 1974, je pense, où Isabella racontait avec moult détails que quand elle a ouvert le cercueil d'Evita, parce qu'ils n'arrêtaient pas de l'ouvrir en plus, hein, et elle lui avait fait un shampoing et elle avait dit elle a gardé ses magnifiques cheveux, etc. Elle était morte quand même depuis 1952. Ce qu'il faut savoir, c'est que son visage a quand même été mutilé. Par qui? La haine. Oui, son visage a été mutilé parce que vous avez au musée Evita, vous avez son dernier, il y a le masque mortuaire et puis il y a la reproduction, la photo, vous voyez qu'elle a été mutilée, si vous voulez. Incroyable. Voilà, il n'y avait même pas eu le respect des morts. On espère qu'elle est tranquille maintenant. Oui, alors il y a une très curieuse devise qui est en relief sur le caveau, enfin le caveau vertical. Je reviendrai et nous serons des millions. Ah, je reviendrai. Je reviendrai et nous serons des millions. Ça fait peur, hein, ça. Et ça veut dire que dans son esprit, c'est pas fini. Et peut-être que comme Mitterrand, elle croyait aux forces de l'esprit et que voilà, nous serons des millions. Mais c'est vrai qu'il y a des millions d'Argentins qui sont péronistes. Mais alors aujourd'hui, vous l'aviez justement dit, le péronisme d'aujourd'hui n'a plus guère à voir avec le justicialisme des origines. C'est du maté tiède. Et il nous reste à peu près une minute. La deuxième expérience politique de Perón, la deuxième expérience au pouvoir, que peut-on en dire? Là, c'est moins brillant. C'est moins brillant. C'est moins brillant. Il n'est même pas resté un an au pouvoir. Il est revenu en 1973 et il est mort, je crois, en avril 1974, donc moins d'un an au pouvoir. Entre-temps, les péronistes s'étaient déchirés. Une tendance pure et dure nationaliste et une tendance gauchiste, les Montoneros, ces fameux Montoneros qui d'ailleurs se sont vengés sur la personne du général Aramburu. Ils l'ont kidnappé et ils l'ont flingué. Voilà. Alors les Montoneros ont fait l'objet d'une chasse impitoyable par les militaires. Pendant la dictature militaire. Pendant la dictature militaire, ils ont probablement fait partie de ces corps qu'on larguait d'hélicoptères dans le Rio de la Plata. Bien, nous arrivons à la fin de cette passionnante émission. Je rappelle le titre du livre de Jean-Claude Rollina, Juan Perón, dans la collection Qui suis-je, aux éditions Pardès. Et puis écoutez la fameuse Evita, le disque où aller voir au théâtre, ça a drainé là aussi des millions de personnes et tout le monde a en tête Don't Cry for Me Argentina, bien sûr. Merci Jean-Claude Rollina. C'est moi. Merci. À bientôt, à la prochaine fois.